Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre conférence sur la plasticité cérébrale. Je me présente, je m'appelle Dabar Charles et je suis le président de l'association Neuronautes. Neuronautes, c'est l'association des étudiants en neurosciences d'Aix-Marseille, mais c'est aussi un regroupement de passionnés qui travaillent pour faire avancer les choses en organisant des conférences comme ce soir, en organisant également des cafés-débats, des ateliers ludiques et des ateliers de vulgarisation. Alors si nous sommes réunis ce soir et que nous sommes près de 800 personnes, c'est grâce au travail constant des membres de l'association, que ce soit les chefs de projet, les membres du bureau ou les bénévoles. Et pour ça, je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Alors, on est vraiment heureux d'avoir suscité autant d'enthousiasme pour cette conférence. Et pour rien vous cacher, en 72 heures, les places sont parties très rapidement. Et on est désolé si on a dû clôturer les inscriptions très tôt. Mais ça, c'était sans compter le prestige de nos invités, le professeur Pellegrino de l'INMED et le professeur Dufaux du CHU de Montpellier, qu'on peut également applaudir bien fort. Parlons maintenant du déroulement de cette soirée. Comme vous le savez, il va y avoir deux conférences. La première conférence de 45 minutes va être présentée par M. Pellegrino. Ensuite, il y aura une pause de 10 minutes. Il faudra revenir à 19h30. Après, il y aura une conférence de M. Dufaux, qui présentera également une conférence de 45 minutes. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Azra Yeder, qui est étudiante en neurosciences et qui va présenter M. Pellegrino. Merci et bonne conférence. Bonsoir à tous. La conférence débutera avec le Dr Pellegrino. Il a effectué sa thèse à l'INMED, durant laquelle il a étudié le rôle des kinases de stress dans la plasticité glutamatergique. Il a ensuite réalisé un premier stage postdoctoral pendant lequel il s'est intéressé à la transmission GABAergique. Il a rejoint par la suite le Neuroscience Center à Helsinki pour son deuxième stage postdoctoral et il étudia cette fois-ci la plasticité neuronale dans un modèle de lésion cérébrale. Depuis son recrutement en tant que maître de conférence, il s'intéresse au processus de genèse de la dépression et des épilepsies post-traumatiques dans un modèle murin de traumatisme cérébral. Ses travaux tentent de comprendre comment le cerveau réagit au traumatisme et comment les réseaux neuronaux se modifient en conséquence. Je vous laisse avec le Dr Pellegrino. Tout d'abord, je voudrais remercier l'association des neuronautes. Je pense que vous pouvez voir que c'est un événement qui a eu beaucoup de succès et on les a déjà applaudis, mais je pense qu'on peut recommencer parce que c'est vraiment un très très bel événement. En fait, le thème de ce soir, c'est la plasticité cérébrale et avec vous, tout d'abord, j'aimerais d'abord qu'on essaye de définir ensemble quelques concepts pour introduire la conférence du professeur Dufaux. Et donc, je vais m'attacher à vous donner des éléments de réflexion et des éléments de compréhension. Et donc, la plasticité cérébrale, un petit peu, si on voulait la définir de façon très simple, on pourrait dire que c'est la capacité qu'a notre cerveau à s'adapter aux situations et à apporter une réponse adéquate à tous les stimuli que vous pouvez recevoir au cours de votre vie. Et donc, une des premières problématiques que rencontre votre cerveau, c'est sa propre construction. Donc cette construction, elle commence très tôt, pendant la période embryonnaire, et elle va s'étaler tout au long de la vie pour finir avec la construction d'un cerveau mature à l'âge adulte. Pour arriver à cette construction, votre cerveau va devoir passer au travers de différents processus. Le premier processus est une première étape qui se passe très tôt pendant le développement, et ça va être une étape de prolifération des neurones. Dans cette étape-là, les neurones vont devoir être générés. Et ensuite, ces neurones, une fois qu'ils sont générés, ils vont devoir atteindre leur zone de destination. Pour atteindre cette zone de destination, ils vont devoir migrer à l'intérieur de votre cerveau, avancer, se déplacer. Et une fois qu'ils auront atteint leur zone de destination, ils vont devoir se différencier. Par la suite, après la naissance, vous allez avoir une période de maturation, c'est-à-dire une période pendant laquelle vos neurones vont devoir se mettre en accord avec les informations qu'ils reçoivent et vont devoir, encore une fois, apporter une situation, donc une réponse à une situation prédéfinie. Par la suite, on aura aussi des périodes de renouvellement. C'est un concept qui est pas très vu en neurosciences. On a longtemps pensé que les neurones étaient des cellules, on avait un nombre,
nombre fini de neurones, et qu'ensuite, après la naissance, on ne pouvait plus modifier ce nombre de neurones. En fait, il a été montré assez récemment qu'on pouvait avoir une neurogénèse secondaire, et il a aussi été montré que cette neurogénèse secondaire était primordiale dans tout un tas de processus, et notamment dans tout ce qui est genèse de la dépression. Et très tôt, donc ça ce sont des premières observations. Je vous ai mis cette photo parce que d'un point de vue conceptuel, elle est très intéressante. Ce sont des observations qui ont été faites par Dr Chiaral, qui est un neuroanatomiste, en 1873, donc fin du 19e. Et déjà à l'époque, Chiaral avait dessiné des cellules qu'il avait réussi à marquer, et il avait déjà noté plusieurs choses. Donc on peut le voir sur cette représentation, en droite. Chiaral avait déjà noté qu'il existait des cellules avec des formes différentes, avec des tailles différentes, et il avait déjà noté que dans le cortex cérébral, les neurones étaient organisés en couches. Et déjà à cette époque, il avait noté que ce cerveau était décomposé en 6 couches, et ce sont toujours des régions cérébrales qui font foi aujourd'hui. On est toujours resté sur cette détermination et cette formation du cerveau et du cortex cérébral en 6 couches. Ici, vous avez une représentation du nombre de cellules que vous pouvez retrouver dans le cerveau humain, et notamment dans le cortex cérébral. Encore une fois, la raison de cette image est que on a longtemps pensé que c'était le nombre de cellules qui était important, et ce soir, je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas le nombre qui est important, mais c'est la fonctionnalité de ces cellules. Et donc, votre cerveau, pour se construire, il a affaire à tout un tas de situations, et en fait, ces seules armes, il n'y en a que 2. La première arme que votre cerveau a en sa possession pour se construire, c'est une composante génique, d'accord, qui est amenée par l'hérédité. Et le deuxième outil que votre cerveau possède, c'est une composante qui est primordiale, c'est la composante environnementale. On sait dès lors que les atteintes, qu'elles soient biologiques, chimiques, bactériologiques, virales, environnementales, peuvent moduler la construction de votre cerveau, et que ces atteintes et que ces modifications donc, vont pouvoir agir en symbiose pour aboutir à la construction d'un cerveau mature. Et à l'intérieur de ce cerveau, 2 éléments sont importants, voire primordiaux. Le premier élément, c'est la notion de synapse, qui est un élément de communication entre les neurones. Et le deuxième élément, c'est la notion de réseau neuronal. Si on s'intéresse tout d'abord à la notion de synapse, pour faire un petit peu de neuroanatomie, on va dire ça comme ça, vos neurones sont organisés d'une certaine façon, et vos neurones vont communiquer entre eux. Ce principe de communication entre les neurones, il repose sur 2 éléments clés. C'est-à-dire que le premier élément qui est important, c'est que le neurone, ici un neurone présynaptique, donc un neurone qui est en amont du deuxième neurone, va avoir une information électrique arriver. Une fois que cette information électrique arrive à la jonction entre 2 neurones, cette information elle est convertie d'une information électrique en une information chimique. Une fois que cette information chimique est libérée dans l'intervalle entre les 2 neurones, cette information va pouvoir aller se fixer sur le neurone receveur et ensuite récupérer une propagation de type électrique. Ici, vous avez sur la droite une image en microscopie électronique qui représente exactement ça, et vous retrouvez dans l'élément 1, donc l'élément qui est en amont de la synapse, tout un tas de petites vésicules qui contiennent des neurotransmetteurs, et vous avez un épaississement de la partie postsynaptique qui comprend les éléments qui vont être capables de recevoir l'information libérée par le neurone homonyme. Dans ce cadre-là, et pour revenir un petit peu sur la notion que je vous donnais au départ, ce qui est important, et si l'on regarde le nombre de connexions entre les cellules, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ce nombre de connexions augmente au fil du temps pour atteindre un maximum pendant la petite enfance, et on a une énorme diminution du nombre de synapses à l'entrée à l'adolescence. On estime environ, au niveau du cortex cérébral, que l'on perd environ 100 000 synapses par jour pendant la phase d'adolescence. Dès lors, il est important de comprendre pourquoi le cerveau a besoin de former énormément de synapses, si c'est pour, à un moment donné, arriver à toutes les détruire. Alors, quand je dis toutes, j'exagère un peu, si vous regardez les échelles ici, on a quand même suffisamment de synapses. Et donc, en fait, votre cerveau entre dans une phase de raffinement de l'activité synaptique, et votre cerveau entre dans une phase pendant laquelle il va avoir formé tout un tas de connexions entre les cellules, et il va choisir les cellules qu'il décide de conserver, et pas les cellules, les synapses qu'il décide de conserver, pardon, et les synapses qu'il décide d'éliminer. Et donc,
Ce critère de distinction doit se faire selon un principe simple qui est que les synapses qui vont être nécessaires à son fonctionnement vont être conservées. Les synapses qui ne vont pas être nécessaires, qui sont dites surnuméraires, vont dès lors être éliminées. Alors on pourrait penser que ce principe est un principe qui est unique au niveau du cortex visuel. Si on s'intéresse maintenant au cortex cérébral au sens large, on s'aperçoit que l'on reproduit exactement la même courbe et que donc on pourrait éventuellement conclure que ce phénomène est un phénomène général au niveau du cerveau. Si on rentre maintenant et qu'on zoome un petit peu à l'intérieur de la synapse, et qu'on regarde comment elle est composée, on s'aperçoit que vous avez une synapse ici avec un élément présynaptique et un élément postsynaptique. Et cette synapse, pour son fonctionnement, elle a deux choix. Elle a le choix de diminuer son activité ou elle a le choix de potentialiser son activité. Sur la partie gauche, vous avez un élément de dépression synaptique. Et si on s'intéresse un petit peu à cette dépression synaptique, comment est-ce qu'on pourrait la définir? C'est le principe selon lequel, pour le même stimulus, après une première action, vous avez un signal d'entrée et un signal de sortie. Si ce stimulus se reproduit, le signal de sortie sera diminué. C'est-à-dire que cette synapse va diminuer l'importance du signal qu'elle reçoit. Et donc elle va choisir, non pas d'ignorer, mais de minimiser cette information. A contrario, si on s'intéresse au phénomène de potentiation synaptique, donc c'est un système pendant lequel vous allez avoir une augmentation du relargage de neurotransmetteurs. Ce système va produire l'information de nouveaux récepteurs et l'information qui va passer au travers de la synapse va être facilitée et on va avoir une meilleure réponse pour le même stimulus. Donc c'est le principe de potentiation synaptique. À la suite de ça, ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez des neurones qui communiquent entre eux et ce maillage tridimensionnel que les neurones sont en train de former, c'est ce qu'on va pouvoir définir comme étant un réseau neuronal. Ce réseau neuronal, il est décrit de façon très simpliste par trois éléments. Sur la gauche, des neurones d'entrée, qui sont des neurones qui vont recevoir une information. Sur la partie terminale à droite, des neurones de sortie, qui sont des neurones qui vont, après intégration du signal, apporter et donc laisser passer une information de sortie qui va être pertinente. Et vous avez, à l'interface entre les deux, les couches cachées, qui sont les neurones qui vont être responsables de l'intégration du signal, de son traitement et de la graduation de son importance. Dans ce cas-là, on peut prendre un exemple simple, c'est la notion d'entrée sensorielle. Vous pouvez avoir un stimulus sensoriel par l'intermédiaire de nouveaux sens, et vous allez avoir une réponse motrice adaptée en fonction du stimulus. On va parler dans ce cas-là de réseau distribué. Maintenant, on peut prendre un deuxième cas, qui est la notion de réseau dédié, dans lequel on va avoir à l'intérieur de ce réseau des sous-réseaux, ici un sous-réseau rouge et un sous-réseau jaune, et ces deux sous-réseaux vont pouvoir avoir des propriétés différentes. On va pouvoir être dans un système où les deux sous-réseaux vont se comporter de façon complètement indépendante et vont avoir donc un fonctionnement séparé, et on peut être dans un système où ces deux sous-réseaux peuvent avoir une action l'un sur l'autre. Et cette action, de la même façon que ce que l'on a vu précédemment au niveau de la synapse, vous pouvez avoir un réseau qui va renforcer le fonctionnement du second ou qui va éteindre le fonctionnement de ce deuxième réseau. Et donc, ces réseaux sont définis par les neurones qui les composent et par les signaux qui sont portés à l'intérieur de ce réseau. Donc vous avez une situation très simple dans laquelle vous avez un élément constitutif de communication entre les cellules, la synapse, et la multiplication de ces synapses, l'interaction et l'interconnexion des neurones entre eux pour former un réseau neuronal. Dès lors, il nous faut définir une fonction, c'est-à-dire qu'on a défini la notion de réseau neuronal, il faut maintenant pouvoir être capable de les analyser, de les observer et de les quantifier. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui de plasticité sans parler des méthodes que l'on peut utiliser pour quantifier cette plasticité. Donc vous allez avoir différentes méthodes de quantification. On a des méthodes qui reposent sur les aspects électriques de ces réseaux. Ici vous avez un exemple d'électroencéphalogramme avec ce que vous avez sûrement tous déjà vu, donc le placement de différentes électrodes à la surface du crâne du patient et l'enregistrement de l'activité électrique par mesure de potentiel. Et ici, vous avez notamment un exemple de crise d'épilepsie,
c'est-à-dire une activité, une hypersynchronisation des réseaux neuronaux, et donc une activité qui se propage à l'ensemble de la structure cérébrale. Ce que l'on retrouve dans les laboratoires aussi, vous pouvez avoir des techniques d'enregistrement électrophysiologique qui vont pouvoir se passer à deux niveaux, soit sur l'enregistrement de tranches de tissu, ce qu'on fait sur des études de type in vitro, et donc vous observez ici la présence d'électrodes d'enregistrement qui vont permettre d'enregistrer soit l'activité unitaire d'une cellule, soit l'activité d'un réseau neuronal et donc la communication entre les cellules. Sur la partie droite, vous avez un deuxième type d'enregistrement qui est représenté ici, où vous avez un animal dans lequel on est capable d'introduire une électrode d'enregistrement. Cette électrode, elle est représentée ici, et chaque petit point bleu correspond à un canal d'enregistrement. Et donc on est capable d'enregistrer l'activité de milliers de neurones en même temps et de pouvoir corréler leur activité en fonction de la tâche qui est en train d'effectuer l'animal, que ce soit un déplacement, une tâche comportementale ou tout ce qu'on peut imaginer comme étude. Au-delà de ces aspects électriques, on peut aussi avoir des aspects optiques. Et donc pour l'optique, on peut avoir deux niveaux d'interprétation. On a un premier niveau qui est un niveau d'interprétation statique. Et ce niveau, il repose sur l'extraction d'une propriété qui est inhérente à une méduse qui vit dans les hauts fonds marins. Et cette méduse a la propriété d'émettre de la lumière. C'est une propriété de fluorescence. Donc c'est des animaux qui vivent dans les profondeurs marines, dans un milieu où il y a très peu de lumière. Et donc en remontant légèrement à la surface, elles captent les rayons lumineux et par la suite elles sont capables de réémettre une lumière. On a réussi à identifier le gène responsable de cette propriété et on a réussi à l'introduire dans des animaux et on est capable de générer des animaux dans lesquels on va avoir un certain nombre de cellules marquées avec cette protéine fluorescente verte. Et ces outils vont nous permettre d'une part de regarder l'organisation macroscopique du cerveau. On peut aussi avoir, ici vous avez un grossissement, on peut avoir aussi des notions de morphologie de ces cellules. On peut aussi avoir des notions d'interconnectivité entre ces cellules. Donc ce sont des outils qui sont très très pratiques pour faire des études à la fois macroscopiques mais aussi microscopiques. Là vous avez l'exemple d'un cas extrême. C'est une souris qui est appelée la souris Rainbow, en rapport avec l'arc-en-ciel, Rainbow. Et dans cette souris, on a réussi à cloner différents gènes qui codent pour différentes couleurs. Et donc, on arrive, en fonction de la nature des cellules, en fonction de leur origine, en fonction de leur date de naissance, on arrive à tracer et donc à colorer d'une même couleur certaines cellules. Ici, vous avez un grossissement de cette partie du horizonté et vous observez que vous avez à peu près une dizaine de couleurs qui sont représentées. On est capable d'observer l'arborisation magnétique et on est capable de voir en quoi ces cellules sont différentes. Ces méthodes statiques sont intéressantes, mais on a aussi des méthodes dynamiques qui vont nous permettre d'étudier l'activité des réseaux neuronaux. Et donc, à proprement parler, la réponse de ces cellules en fonction des simulations et donc la plasticité. Vous avez ici deux images, donc deux films, pardon, c'est pas des images, c'est des films, deux tranches de cerveau, toujours marquées avec cette fameuse protéine fluorescente verte, que l'on a modifiée pour devenir sensible aux ions calcium. Alors pourquoi les ions calcium? Parce que ce sont des ions qui sont mobilisés lorsque se produit ou lorsque se propage un potentiel d'action. Lorsque le potentiel d'action arrive dans une cellule, l'ion calcium est capté par la cellule, on a une augmentation de la concentration intracellulaire en calcium et la cellule change de fluorescence. Donc de façon très simple, à chaque fois que vous avez une modification de la fluorescence de la cellule, notamment celle-là, ça veut dire qu'un potentiel d'action est arrivé sur cette cellule. D'accord ? Donc, ces méthodes, ces outils nous permettent d'avoir une vision très dynamique du système. Et donc on est capable d'identifier que certaines cellules clignotent, on est capable aussi de faire des corrélations entre ces activités, et donc vous regardez ici sur la partie droite, vous allez voir passer à un moment une vague calcique, et donc un flash lumineux qui va intéresser un grand nombre de cellules en même temps. Et hop, vous avez un flash ici, et donc c'est-à-dire que toutes les cellules ont répondu au même moment à un stimulus. Donc vous avez une information pertinente, propagée, qui va concerner un certain nombre de cellules. De la même façon, on peut rentrer au niveau beaucoup plus microscopique et on peut s'intéresser à la structure fine de ces cellules. Ici, vous avez trois cultures neuronales à différents âges, et on s'aperçoit que vous avez là aussi, au niveau de ces petits éléments,
qui sont des épines dendritiques, qui sont des éléments de contact entre les cellules, on va arriver à avoir une notion de dynamique. Et vous pouvez, si vous focalisez sur un prolongement en particulier, observer des changements dans la forme et dans la longueur de ces prolongements qui vont traduire le fait que cette cellule, elle n'est pas dans un état figé, elle est en train de, en quelque sorte, de sentir son environnement, elle est en train d'essayer de trouver potentiellement des contacts. Et donc c'est une cellule au 8e jour de culture, c'est des cellules qui sont très peu connectées, et donc vous voyez que la forme des prolongements est très longue, et vous avez des prolongements qui sont très très plastiques, très très motiles, et vous avez notamment celui-là, on voit apparaître une petite branche ici, qui se répare, une petite branche ici, et donc ces cellules sont en train d'essayer à établir des contacts. Ils sont en train d'explorer leur environnement. Lorsque les cellules deviennent un petit peu plus matures, la forme de ces prolongements change. On a affaire à des épines dendritiques, qui sont des structures avec un cou et une tête, et ces éléments sont encore motiles et sont encore capables de venir sonder l'environnement et de venir établir des contacts entre les cellules. Même chose ici, sur des cellules un petit peu plus matures. La notion de plasticité, comme je vous l'ai dit, elle intègre la notion de création de synapses, elle intègre aussi la notion de disparition de synapses. Et là, vous pouvez regarder cette cellule qui est soumise à un protocole, et on va observer la disparition des épines dendritiques à différents endroits de la cellule, et cette cellule est en train de perdre ses contacts. Ici, je vous ai mis la petite vidéo correspondante, vous voyez qu'il y a une échelle de temps. Donc vous avez un élément qui réduit ces contacts synaptiques dans une fenêtre de temps de l'ordre de la demi-heure à l'heure. Donc vous pouvez avoir des réponses très très rapides aux stimuli auxquels vous soumettez vos cellules, et les cellules sont capables, de façon quasi instantanée, de générer et de supprimer les contacts synaptiques en fonction de la situation à laquelle vous soumettez vos cellules. Et donc, si on revient un petit peu sur cette notion de réseau, on a une deuxième composante à prendre en compte, qui est la notion développementale. Ici, je vous présente 3 réseaux au niveau du cortex cérébral, à 3 âges différents. Donc là, c'est un patient nouveau-né. On a ensuite, dans l'image du milieu, un cortex 3 mois après la naissance et un cortex 2 ans après la naissance. Première observation qu'on peut faire, c'est qu'on a un changement morphologique qui est important entre les 3 états, et on passe d'un état dans lequel les cellules sont très peu développées, sans contact, à un état dans lequel les cellules sont très développées et forment énormément de contacts entre elles. Cette situation ne peut pas être neutre d'un point de vue activité, et si on s'intéresse à l'activité de ces cellules, on s'aperçoit, donc ça c'est des travaux qui ont été faits dans des laboratoires marseillais, hein. Tout ce que je vous présente aujourd'hui, la majorité des travaux ont été faits dans des laboratoires marseillais. Et donc, on a des cellules chez le rongeur, donc à l'étape nouveau-né qui correspond à la fin de la gestation chez le rongeur. Et on se retrouve exactement dans la même situation où les cellules sont isolées. Et donc, on observe des petites activités, mais qui sont des activités intrinsèques, c'est-à-dire des activités qui sont générées de façon spontanée par la cellule. Lorsque le réseau évolue, et quand on arrive à la naissance, on observe un agrandissement de l'arborisation dendritique, l'apparition d'activités calcium corrélées, qui ne sont pas médiées par des contacts synaptiques, mais qui sont médiées par l'apparition de jonctions communicantes entre les cellules. Donc il n'y a pas encore de synapse, mais les cellules sont déjà capables de communiquer entre elles. Plus tard, pendant le développement, on va voir apparaître le développement de l'arborisation dendritique, et on va voir apparaître le fonctionnement des 2 neurotransmetteurs principaux au niveau du cerveau, le glutamate et le GABA, qui sont 2 neurotransmetteurs qui vont avoir des rôles antagonistes. Le glutamate va avoir un rôle d'augmentation de l'activité cérébrale, et le GABA, à partir de ces âges-là, va avoir un rôle d'inhibition de l'activité neuronale. Et donc votre cerveau se construit en fait de façon très imagée avec un système d'accélération et un système de ralentissement. Et donc, au départ, le cerveau se construit avec un système basé sur l'augmentation de l'activité, puisque pour pouvoir exister, les cellules ont besoin de recevoir des afférences. Et donc, si maintenant on revient un petit peu dans la notion un petit peu plus globale de ces réseaux neuronaux, on peut s'intéresser à la cartographie qui a été faite du cerveau et à la notion d'aire corticale, et vous allez pouvoir retrouver à la surface du cerveau différentes aires qui sont dédiées à des fonctions précises, et on verra tout à l'heure que ces fonctions ne sont pas si précises que ça, mais au départ, ça c'est la notion figée du cerveau que l'on a.
chaque aire est responsable d'une fonction. Ici, vous avez l'aire auditive, ici, l'aire somatosensorielle primaire, par exemple, ici, en vert, l'aire motrice, et l'aire visuelle, dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, qui est située à l'arrière du cerveau. Si on s'intéresse à l'aire somatosensorielle primaire, et que l'on fait une coupe de ce cerveau, on s'aperçoit que l'on a une projection des différentes parties du corps sur ce cortex somatosensoriel, et que le petit bonhomme que vous avez ici, en fait, qui est appelé l'homunculus, a une morphologie qui est assez différente de la nôtre. Pourquoi? Parce que chaque partie de son corps est représentée selon la zone qu'occupe le membre sur le cortex somatosensoriel. Et donc, pour étudier ce système-là, il y a un modèle qui est très très intéressant en neurosciences, c'est la construction du cortex somatosensoriel chez le rongeur. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, vous savez, les rongeurs ont un principe de vibrisses, de moustache, et chaque vibris retrouve sur le cortex somatosensoriel une projection. Donc chaque vibris est projeté sur le cortex somatosensoriel. Et donc la stimulation d'une vibris est capable d'induire l'activation d'une zone spécifique du cerveau. L'expérience que je vous propose d'observer là, elle est assez intéressante parce qu'on sait que ces zones corticales se mettent en place sur la première semaine de vie. D'accord ? Et donc on retrouve, chez un rongeur, au 3e jour de vie, la projection de chacune de ces moustaches sur son cortex somatosensoriel. Si maintenant on vient couper les vibrisses d'une colonne corticale, ici la colonne C, on s'aperçoit que la projection de ces moustaches disparaît sur le cerveau et que ce sont les deux colonnes adjacentes, la colonne B et la colonne D, qui vont augmenter leur taille de projection. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? C'est de façon assez simpliste. On peut considérer que les moustaches ne sont plus capables de recevoir de l'information, elles ne sont plus présentes, donc elles n'envoient plus d'informations au cerveau, au cortex somatosensoriel, et que donc les moustaches adjacentes, qui elles continuent à recevoir de l'information, récupèrent les neurones qui ne sont plus utilisés par la colonne C pour se les approprier et donc pour augmenter leur territoire. Si maintenant on vient léser de façon complète l'innervation de ces vibrisses, on s'aperçoit que l'on occulte complètement l'information de ce contexte somatosensoriel. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est ce phénomène peut-être reproduit chez l'homme? Et il y a un très bon exemple qui est l'exemple qui est basé autour de l'étude de ce que sont capables de faire les musiciens. Et c'est un exemple que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je vous propose qu'on le regarde un petit peu ensemble. Et donc on a réalisé des IRM fonctionnels sur des patients joueurs de violon, musiciens, donc violoncellistes, et on s'est intéressé à l'aire de projection du petit doigt. Pourquoi le petit doigt? Puisque c'est un élément important dans la gamme de fonctionnement du violoncelliste, du violoniste, puisque c'est un doigt qui est largement sollicité. Et donc en bleu, on va retrouver ici la sollicitation d'un sujet non musicien lorsqu'on demande à cette personne d'utiliser son petit doigt. Et vous voyez que la zone au niveau du cerveau qui est mobilisée, la zone bleue, est très petite. Pourquoi? Parce que en fait, ce n'est pas un doigt qui est considéré comme majeur et ce n'est pas un doigt que l'on sollicite énormément. Et donc sa projection corticale est très faible. Par contre, si on s'intéresse à un sujet musicien et qu'on enregistre l'activité de son cerveau pendant qu'il joue du violon, on s'aperçoit que la zone qui est mobilisée est largement augmentée par rapport à un sujet non musicien. Et donc la question qui se pose, c'est, d'accord, ça c'est intéressant, mais qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau pour que ça se produise comme ça? Et donc si on s'intéresse un petit peu, et qu'on calcule, on s'intéresse au nombre de neurones et donc au nombre de dendrites qui sont mobilisés pendant la tâche, on s'aperçoit que lorsque les patients apprennent à jouer du violon très tôt, à l'âge de 5 et 10 ans, on s'aperçoit que ces personnes sont capables de mobiliser plus de 75 000 dendrites, qui sont amenés bien sûr par différentes cellules. Ce qui explique que vous avez un étalement de la zone de projection du petit doigt. Si maintenant on s'intéresse à des patients qui ont commencé à apprendre à jouer du violon à 15 ou à 20 ans, on s'aperçoit que le nombre de dendrites actifs diminue, ce qui ne veut pas dire que les gens jouent moins bien, ce qui veut juste dire que la projection des doigts est beaucoup moins définie et que donc on peut imaginer que les patients
les sujets, pardon, ce ne sont pas des personnes, que les sujets qui apprennent à jouer de la musique très tôt auront des facilités accrues à apprendre et à avoir une dextérité dans les doigts. Et donc cette neuroplasticité, là c'est une neuroplasticité qui est complètement non pathologique, hein, c'est une neuroplasticité qui est due à la pratique d'un art. On peut maintenant s'intéresser à différents types de neuroplasticité qui vont découler de différentes situations. Donc là j'ai pris parti de vous montrer différents exemples, donc on fera que des exemples. Et vous allez voir que cette plasticité va dépendre des conditions, elle va dépendre de la situation dans laquelle vous allez mettre votre cerveau. Premier élément de réflexion, j'ai choisi de vous parler d'une pathologie qui est neurodéveloppementale, qui est une pathologie qu'on appelle double cortine, qui est médiée par la mutation d'un gène qui s'appelle double cortine, et on voit, lorsque ce gène est muté, on voit apparaître dans le cerveau des patients des bandes de neurones ectopiques. Qu'est-ce que sont ces neurones ectopiques? Ce sont des neurones qui sont générés en nombre suffisant, mais qui n'arrivent pas à migrer correctement. Et donc, au lieu de finir dans leur zone de destination, qui est ici la partie violette, ils s'arrêtent pendant la migration et ils forment une bande à l'interface entre leur zone de genèse, qui est ici autour du ventricule, et leur zone de destination. C'est un modèle qu'on arrive à reproduire chez l'animal, et on arrive aussi à avoir des neurones mal placés. Et à quoi peut servir ce modèle? C'est un modèle qui est très intéressant pour s'intéresser à tout ce qui est genèse des crises d'épilepsie, parce que ce sont des patients dans lesquels on va retrouver de façon très fréquente des épilepsies. Et donc si on s'intéresse et qu'on enregistre les cortex de ces animaux qui sont générés et qui donc présentent des phénomènes de double bande, on s'aperçoit que l'on voit apparaître au niveau de ces neurones ectopiques, donc de ces neurones mal placés, des activités de type épilepsie. Et ce qui est important de noter, c'est que ce que l'équipe qui a publié ce travail a montré, c'est que ce ne sont pas ces neurones mal placés qui vont générer les épilepsies, ce sont les cellules du cortex qui est sous-jacent, donc le cortex qui est dit normotopique, qui est complètement normal. Et en fait, ces neurones-là, qui sont mal placés, eux, vont recevoir les informations du cortex et vont avoir un rôle de facilitateur. Et donc l'information va arriver, et l'information va être propagée à l'ensemble du cerveau par ces neurones qui sont mal placés. Donc ces neurones ne sont pas la cause de l'épilepsie, mais ce sont juste des neurones qui vont avoir un rôle de facilitation de l'activité. Si on va un petit peu plus loin dans cette analyse de l'épilepsie, on peut parler d'un deuxième modèle d'épilepsie, qui est l'épilepsie du lobe temporal. Pourquoi? Parce que c'est l'épilepsie qui est la plus prévalente chez l'homme, avec à peu près 70 à 80% des cas. Et c'est une épilepsie qui est caractérisée de façon très simpliste par 4 éléments prépondérants qui se passent au niveau de l'hippocampe. Alors l'hippocampe, qu'est-ce que c'est? C'est une structure profonde qui est impliquée dans les processus de mémorisation, d'apprentissage, et c'est aussi une structure qui va être responsable de toute l'intégration du signal et de la communication entre les différentes structures. Et donc cet hippocampe, d'un point de vue anatomique, il est organisé de façon très simple. Il reçoit des informations arrivant du cortex par la voie qui est ici en vert, qui est la voie perforante. Ces informations sont intégrées au niveau des cellules granulaires. L'information ensuite propagée à l'intérieur de l'hippocampe, et on a une voie de sortie qui permet de ramener les informations, soit à l'intérieur de l'hippocampe, en faisant une boucle de régulation positive, soit vers le cortex pour transmettre vers le cortex entorhinal les informations. Et donc dans ces cas d'épilepsie, on a retrouvé de façon constitutive 4 éléments majeurs. Le premier élément, c'est une sclérose hippocampique, c'est-à-dire une diminution du volume hippocampique qui est provoquée par la mort de certaines cellules. On va retrouver une inflammation qui est très augmentée. On va retrouver des modifications de l'activité de réseau et du bourgeonnement aberrant. Ce qui va m'intéresser moi aujourd'hui, c'est le bourgeonnement aberrant, parce que c'est en fait ce bourgeonnement aberrant, il a son substrat sur justement la plasticité neuronale. Lorsqu'on s'intéresse à un réseau neuronal, ici vous avez un réseau qui est constitué de 3 neurones. Si vous avez la disparition d'un de ces neurones, on va se retrouver dans un cas de figure dans lequel ce premier neurone se retrouve à devoir faire passer l'information, mais il n'a plus de cible. Et donc il y a un trou entre les deux, et donc l'information peut être perdue. Et le deuxième neurone, qui est ici, qui se retrouve isolé, se retrouve dans une situation dans laquelle il ne reçoit plus d'information. Et les neurones qui n'envoient plus, qui ne reçoivent plus d'informations, sont des neurones qui sont sujets à une augmentation de leur mortalité.
Et donc, on va avoir des neurones qui vont disparaître parce qu'ils vont perdre leur information, qui vont plus être capables de recevoir ou d'envoyer de l'information. Et donc, pour compenser ces pertes neuronales, que va faire le cerveau? Le cerveau va ouvrir ce que l'on appelle des fenêtres de plasticité. Une fenêtre de plasticité, qu'est-ce que c'est? C'est que ce neurone-là, qui reçoit l'information, doit trouver un moyen toujours de connecter le neurone de sortie. Et donc, il va essayer de trouver un autre moyen pour connecter le neurone de sortie, et il va pouvoir faire une connexion avec un neurone voisin qui lui-même est connecté au neurone de sortie. Si c'est ce cas-là qui se passe, vous restaurez le passage du neurone 1 vers le neurone 3, et donc vous restaurez la fonction. Quelquefois, ce qui se passe, et ce qui se passe dans l'épilepsie de l'ope temporale, c'est que ce neurone va connecter son neurone voisin, va pouvoir émettre un prolongement pour reconnecter le neurone de sortie, mais il va aussi pouvoir générer une connexion sur lui-même. Jusque-là, rien d'alarmant. Sauf que lorsque cette connexion sur elle-même se fait, elle apparaît au niveau de la couche granulaire, c'est ce que vous avez ici sur des images extraites d'animaux épileptiques, et donc on va apparaître ici en noir une bande de connexion ectopique, donc une bande de nouvelles connexions. Et en fait, la fonction de ces connexions va être d'augmenter l'activité neuronale au sein de ce réseau. Encore une fois, rien d'alarmant en fait d'augmenter l'activité neuronale du réseau, sauf que cette production de synapses surnuméraires va être tellement importante que l'information va pouvoir créer une boucle comme ça de régulation positive. Encore une fois, rien de très alarmant, sauf que cette boucle va être tellement importante que l'information de sortie va être grandement augmentée et que cette information augmentée va être la cause d'une épilepsie. Ce qui est important de noter, c'est que si vous prenez la définition de l'Organisation mondiale de la santé pour l'épilepsie, on ne parle pas du tout de notion de pathologie, on parle juste d'hypersynchronicité des réseaux neuronaux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'hypersynchronicité? C'est-à-dire que vous êtes capable de générer une activité des neurones de façon coordonnée, synchrone et corrélée. Et donc c'est exactement ce qui se passe ici. Vous générez de nouvelles synapses. Ces synapses corrèlent l'action de toutes les cellules qui sont ici en jaune. L'information se propage dans l'hippocampe, envahit l'hippocampe. Si elle reste localisée dans l'hippocampe, on va parler d'épilepsie focale, et quelquefois, plusieurs fois par jour selon la sévérité de l'épilepsie, vous pouvez avoir un envahissement de cette activité qui va sortir de l'hippocampe, remonter vers le cortex, et vous allez vous retrouver dans des cas d'épilepsie généralisée. Et donc ça c'est un cas dans lequel votre neuroplasticité, vous êtes dans un premier temps à prévenir la mort de vos neurones, mais par contre elle est trop exacerbée et elle va provoquer une situation pathologique. Autre exemple de neuroplasticité, c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que ça contredit un petit peu le dogme des cartes corticales. Et donc on va s'intéresser à deux types de sujets, des sujets qui sont voyants et des sujets qui sont malvoyants depuis leur plus jeune âge. Et donc on va soumettre ces patients, ou ces sujets, à des stimulations auditives. On va d'abord s'intéresser aux zones qui sont marquées en vert et on s'aperçoit que lorsqu'on stimule, on fait entendre des sons à des personnes voyantes, les zones en vert qui sont activées sont l'aire auditive primaire, jusque-là rien d'anormal, vous stimulez l'ouïe et donc vous activez la carte corticale qui correspond à l'aire auditive, et vous allez aussi activer cette petite zone dans le cortex occipital, qui est le lobule lingual, qui est une zone qui est importante dans le traitement des lettres. Et donc ça vous permet de comprendre les mots que vous recevez. Si maintenant on s'intéresse aux zones qui sont activées lorsqu'on reproduit exactement le même stimulus chez les personnes malvoyantes, on s'aperçoit qu'on a encore une fois une activation de l'aire auditive primaire, classique, mais on a aussi une énorme activation au niveau de la zone du lobule lingual et que cette zone s'étend dans l'aire adjacente et de façon intéressante, ce que l'on peut noter, c'est que l'aire adjacente, c'est l'aire visuelle primaire. Donc vous avez des patients qui ne mobilisent plus, qui n'utilisent plus leur aire visuelle, et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, si ces neurones ne sont plus sollicités, il y a une forte probabilité pour que ces neurones disparaissent, et donc en fait ils sont récupérés par la structure qui est adjacente, et donc dans ce cas-là c'est le lobule lingual, et donc vous allez vous retrouver dans un cas où les patients malvoyants, ou aveugles dans ce cas-là, vont avoir une projection corticale de ces zones-là qui vont être largement augmentées au détriment de l'aire adjacente, et dans ce cas-là, aucun souci, puisque l'aire adjacente, c'est l'aire visuelle primaire. On peut reproduire la même expérience, mais au lieu de faire une stimulation auditive,
on va maintenant demander aux patients de lire le braille avec le doigt, comme le font les aveugles. Si on demande de lire le braille à des patients qui sont voyants, c'est les zones qui sont activées en bleu, on se rend compte que l'on a une activation de l'aire motrice primaire. Pourquoi? Parce que vous faites déplacer votre doigt sur le braille, et donc vous activez le cortex moteur primaire. Et on a aussi l'activation de l'aire somatosensorielle primaire. Parce que vous êtes en train de comprendre que vous sentez les points et donc vous stimulez à la fois l'aire somatosensorielle et à la fois l'aire visuelle. Si maintenant vous observez le fonctionnement du cerveau de patients malvoyants, lorsque ceux-ci lisent le braille, on s'aperçoit encore une fois, zone ici en jaune, que ces patients mobilisent très fortement l'aire du lobule lingual et aussi, de façon beaucoup plus faible, l'aire somatosensorielle. Et vous avez aussi cette troisième aire-là, qui est l'aire de compréhension du langage. Et donc, vous vous rendez compte que les patients malvoyants ne mobilisent quasiment pas du tout l'aire primaire motrice. Et donc, toute l'information est traitée au niveau de cette zone qui se situe au niveau du lobe occipital et qui, pareil, est largement augmentée. Et donc, on a un recrutement de l'aire visuelle pour assurer des fonctions, qui sont plutôt somatosensorielles. Et donc, en fait, on peut dire que les patients voient avec leur doigt. Donc, vous avez comme ça une sorte de plasticité positive qui permet à votre cerveau de s'adapter et de traiter l'information de façon beaucoup plus pertinente en recrutant les territoires qui sont à sa disposition. Cette plasticité, elle peut, dans ce cas-là, elle est très bénéfique. On peut citer un exemple de perte justement de plasticité. Ici, ce sont deux IRM qui sont faits chez des sujets contrôle et chez des sujets alcoolodépendants. Ce que l'on observe chez les IRM, c'est que vous avez une atrophie, donc une perte de masse de certaines structures, vous avez une perte et donc une atrophie au niveau du cortex cérébral, vous avez une atrophie au niveau du corps calleux. Le corps calleux, qu'est-ce que c'est? C'est l'indice de... C'est une structure qui permet aux deux hémisphères de communiquer entre eux. Et vous avez aussi une diminution, donc une atrophie au niveau de l'hippocampe, qui se situe ici chez l'homme. Et donc vous êtes dans ce cas où, chez les patients alcoolodépendants, vous avez une augmentation de la mort neuronale. Lorsque vous avez une augmentation de la mort neuronale, vous perturbez vos réseaux puisque vous perdez des constituants de ces réseaux. Et donc en perdant les constituants de ces réseaux, vous pouvez perdre certaines fonctions et donc vous avez une augmentation de la perte de mémoire. Et si on s'intéresse de façon un petit peu plus précise à la notion de quotient mémoire, et donc c'est la capacité mnésique des patients, en fonction de l'âge, on s'aperçoit que ce quotient mémoire diminue chez les patients et chez les sujets, parce que là c'est le quotient mémoire de la population générale, et on estime que l'on perd entre 5 et 7% de quotient mémoire par an, dès l'âge de 20 ans. Donc l'idée c'est que vos neurones meurent de façon progressive, ça c'est connu, c'est pas nouveau, et qu'en mourant, ces neurones vont engendrer une perte de fonction. Ceci est renforcé dans certaines cas pathologiques. Ici, je vous ai placé le cas de l'alcoolisme chez un patient de 40 ans avec une perte de plus de 40% des fonctions mnésiques, la maladie de Parkinson qui génère aussi et qui provoque aussi des pertes de mémoire, et vous avez deux cas extrêmes qui sont la maladie d'Alzheimer et le cas de l'amnésie. Alors, l'idée, c'est pas de vous donner une vision très négative de la mémoire et des réseaux neuronaux, bien au contraire. L'idée, c'est aussi de vous dire, est-ce que ce phénomène-là, il est irrémédiable? Parce que s'il est irrémédiable, ça va poser des problèmes. Donc en fait, il y a beaucoup d'études en ce moment qui s'intéressent à ces phénomènes-là. Et ce que l'on peut dire, c'est que si l'on s'intéresse à l'effet, notamment de l'entraînement physique ou de l'entraînement psychique, et on peut s'intéresser à ces effets de l'entraînement sur les capacités mnésiques des patients. Et donc là, c'est une étude qui a été faite en 2011 et qui s'intéressait, donc qui prenait des patients et qui leur demandait de pratiquer une activité physique régulière sur une période de 6 mois à 1 an. Et ensuite, on mesurait le volume des hippocampes par IRM fonctionnel et on s'aperçoit que la courbe bleue représente les sujets entraînés. On s'aperçoit que sur la période d'1 an, on est capable d'augmenter le volume de l'hippocampe. Alors l'idée c'est que si on augmente le volume de l'hippocampe, implicitement on va avoir tendance à penser que l'on génère des neurones. Ce qui n'est pas forcément le cas,
puisque autant je vous en ai parlé au départ, autant je vais mettre un petit bémol. La neurogénèse dans l'hippocampe, donc la production de nouveaux neurones, se fait dans une région particulière, et cette neurogénèse n'est pas capable en soi d'expliquer l'augmentation de volume. Par contre, ce qu'on peut penser, c'est qu'on bloque la dégénérescence des neurones, et ça, on arrive à le retrouver dans l'hippocampe, gauche et droite, donc c'est un effet qui est bilatéral, pardon. Et on peut aussi le retrouver dans une autre structure qui est le noyau commun. Et les études se sont intéressées à comprendre comment cela pouvait prendre place. Et donc, ce qui a été montré, c'est que si on s'intéresse à ces fameuses épines dendritiques qui sont les éléments moteurs de la plasticité, qui sont les éléments de connexion entre les cellules, si on s'intéresse à ces petits éléments, on s'aperçoit que l'on augmente le nombre de ces éléments de connexion, alors qu'on pense que c'est les termes, on augmente le nombre de ces éléments de connexion lorsque l'on compare entre le patient qui subit l'entraînement physique et le patient qui est plutôt sédentaire. Deuxième élément de réflexion, ce qu'on a pu montrer, c'est que cette augmentation du volume hippocampique, il est aussi corrélé avec une meilleure irrigation du cerveau. Ça, comment ça se passe? Vous avez, de par l'entraînement physique, une augmentation du périmètre moyen des vaisseaux et une augmentation de la surface qui est couverte par ces vaisseaux. Pourquoi? Vous êtes en exercice physique intense. Vos tissus, pour fonctionner, ont besoin de deux éléments importants. Le premier étant l'oxygène, le deuxième étant les nutriments pour le fonctionnement de vos cellules. Et donc, ces deux facteurs de bout à bout permettent de conclure que la meilleure oxygénation de votre cerveau, le plus vous avez des éléments nutritifs, ça va permettre à vos cellules d'avoir une meilleure activité, un meilleur fonctionnement, et on va être capable de générer l'apparition de nouveaux contacts synaptiques sur ces cellules. Enfin, un exemple qui, moi, m'a étonné, m'a intéressé, et a remis pas mal en cause les éléments que je pensais avoir acquis, c'est le cas d'un patient qu'on a appelé l'homme creux de Marseille. Donc c'est un patient qui a été diagnostiqué très tôt pour un problème d'hydrocéphalie, qui a été traité, qui est reparti. Donc c'est un patient qui est marié, qui a des enfants, qui a un travail. Et ce patient s'est présenté à l'hôpital pour une consultation, et quand on a fait l'IRM, on s'est aperçu de ça. Donc vous avez en noir la partie qui est censée être ici, la partie des ventricules latéraux, et vous avez chez ce patient une augmentation importante, parce que c'est le bon mot important, je suis pas sûr. Vous avez une très forte augmentation du volume des ventricules. Dans les ventricules circule le liquide chlorogénien, pas de cellules dans le ventricule, et vous vous retrouvez dans un patient qui a un tout petit cortex. Alors, la question c'est à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? C'est un patient qui, après les tests, a un QI autour de 75, c'est pas un faible QI, c'est un QI moyenne basse, mais c'est un QI tout à fait normal. C'est un monsieur qui travaille, d'accord? Bon, aux impôts, vous avez expliqué, mais je suis pas sûr qu'on puisse taper sur les impôts aujourd'hui. Donc c'est un patient qui travaille, qui a une vie de famille, qui est allé à l'école, qui a trouvé un métier, qui s'exprime. Et en fait, lorsqu'on regarde ce cerveau, on s'aperçoit en groupe que on garde quand même l'apparition et la notification, même si l'image est de qualité médiocre, on observe toujours les circonvolutions que l'on observe ici. Par contre, ce qu'on a perdu, c'est toutes les structures profondes. Alors la question, c'est est-ce que l'on a perdu les structures, ou est-ce qu'elles se sont réorganisées? Est-ce que les neurones se sont réorganisés? Est-ce que les structures se sont écrasées pour apparaître dans cette petite excroissance ici? Et donc, vous avez ce cas-là. Vous avez aussi un cas qui est référencé, qui est très intéressant dans la littérature, qui est le cas d'une chinoise qui n'a plus de cervelet. Le cervelet, c'est l'élément majeur qui va contrôler la coordination motrice. Sans cervelet, vous n'êtes pas capable de contrôler les coordonnées de mouvement, vos mouvements, pardon. Et cette patiente, elle a un fonctionnement, une vie tout à fait normale, et pourtant elle n'a pas de cervelet. Donc là, vous êtes dans le cas ultime de neuroplasticité. D'accord? C'est neuroplasticité plus. Dans le cas, votre cerveau est malgré tout capable d'assurer une fonction avec une capacité ou une notion de réseau neuronal réduit à sa plus simple expression. D'accord? Donc je voulais juste finir
prends encore 10 secondes pour vous parler de la semaine du cerveau, qui est un événement aussi qui prend place à Marseille. On va profiter, on va surfer sur le fait que vous êtes tous très motivés. Et je vous encourage à aller voir les événements qui sont organisés aussi, les autres événements des neuronotes et les événements de la semaine du cerveau. Et vous aurez aussi une conférence sur la plasticité qui sera présentée par Lydia Carcalan, qui est la présidente de la Société des neurosciences françaises. Donc je vous remercie et je serai ravi de vous reprendre.